Et si tout ce que vous croyez être vrai n'était qu'un mensonge savamment construit? Et si la réalité dans laquelle nous vivons était façonnée, manipulée et réécrite, non pas par la force de la nature, mais par des esprits humains dominés par l'illusion collective? La question n'est pas si c'est possible, mais dans quelle mesure cela se produit déjà. Le plus grand danger pour l'humanité n'a jamais été celui venant de l'extérieur. Ce ne sont pas les tremblements de terre, les tempêtes ou les virus invisibles qui menacent le plus notre existence. Comme l'a déclaré Carl Jung, le véritable ennemi vit en nous. C'est notre incapacité à faire face aux forces de l'inconscient collectif. Lorsque ces forces deviennent incontrôlables, la civilisation n'est pas seulement confrontée à des crises économiques ou politiques, elle fait face à quelque chose de bien plus dévastateur, une psychose de masse. Cette psychose est le thème que nous explorerons. C'est un phénomène rare mais réel. C'est alors qu'une société entière perd le fil de la réalité et se laisse emporter par des délires collectifs. Ce n'est pas de la science-fiction ou une théorie du complot. Il s'agit d'une tragédie historique dont nous avons déjà été témoins et que nous vivons peut-être à nouveau. La question qui nous taraude est « Comment ça commence ? Et qu'est-ce qui nous empêche de réaliser que nous y sommes entraînés ?» Pour comprendre la profondeur de ce sujet, nous devons d'abord examiner l'histoire. Pensez aux chasses aux sorcières des XVIe et XVIIe siècles. Des milliers de femmes, mères, filles, épouses, ont été brûlées vives, accusées de collusion avec les forces du mal. Il n'y avait aucune preuve concrète, juste de la peur. La peur suffisait à justifier les atrocités. Comment une société entière en est-elle arrivée à croire à une chose aussi absurde ? Ce n'était pas seulement de la superstition, c'était une épidémie psychique, comme la définissait Jung, une explosion de folie qui a infecté les esprits collectivement, rendant l'irrationnel non seulement acceptable, mais inévitable. Le même phénomène s'est répété des siècles plus tard, dans des contextes très différents. Dans les régimes totalitaires du XXe siècle, comme le nazisme et le stalinisme, des millions de personnes ont été persécutées, emprisonnées et tuées, non pas à cause des crimes qu'elles avaient commis, mais parce qu'elles étaient considérées comme des ennemis de l'État. Là encore, nous retrouvons la psychose des masses. Des idéologies dangereuses ont transformé les gens ordinaires en complices d'actes impensables, justifiant l'injustifiable. Pourquoi ? Car lorsqu'une société entière est rongée par les délires, la raison devient la première victime. Jung a décrit ces moments de rupture comme des épidémies psychiques. Ce sont des périodes au cours desquelles l'inconscient collectif prend le contrôle et les normes qui soutiennent la moralité et la raison se désintègrent. Dans ces circonstances, les gens n'agissent pas en tant qu'individus, mais comme une masse dépourvue de sens critique. L'homme est un loup pour l'homme, dit le proverbe latin cité par Jung, et peu d'expressions rendent mieux compte de ce qui se passe lorsque la psychose de masse s'installe. La société, qui devrait être un lieu de coopération et de coexistence, devient un champ de bataille où prédominent la peur, la méfiance et la violence. Mais quelle est cette psychose collective? Comment ça marche? Pour comprendre cela, il faut regarder un autre domaine, la littérature. Dans 1984 de George Orwell, on trouve la dystopie parfaite pour illustrer les mécanismes de manipulation de la réalité. Dans le monde de 1984, la vérité n'est pas une constante. Il est réécrit, déformé, effacé et recréé au gré des intérêts du pouvoir. Celui qui contrôle le passé contrôle le futur. Celui qui contrôle le présent contrôle le passé, dit Orwell. Cette phrase n'est pas seulement un mantra du régime totalitaire fictif, c'est une stratégie puissante pour façonner les esprits. Imaginez un monde où ce que vous vivez aujourd'hui pourra être effacé demain, où les événements historiques sont réécrits jusqu'à ce que personne ne sache ce qui s'est réellement passé. C'est l'environnement qui favorise la psychose collective. Quand la vérité est détruite, il n'y a plus de point de référence. Les gens deviennent vulnérables, perdant la capacité de remettre en question, de résister, de se rebeller. Et c'est exactement ce contre quoi Jung nous mettait en garde.
Sans contact solide avec la réalité, l'inconscient prend le contrôle et les masses succombent au délire. Nous trouvons ici le premier point de réflexion profonde. Vivons-nous quelque chose de similaire aujourd'hui? Lorsque les informations que nous recevons sont filtrées, déformées ou délibérément manipulées, sommes-nous plus proches de la vérité ou plus vulnérables aux mensonges? Pensez aux réseaux sociaux, aux algorithmes qui ne nous montrent que ce que nous voulons voir, et aux cycles d'actualité sans fin qui alternent entre panique et distraction. Cela ne ressemble pas, dans une certaine mesure, au monde contrôlé par le ministère de la Vérité 1884. La différence est qu'au lieu d'une entité centralisée, nous avons un système décentralisé, mais tout aussi efficace pour façonner les perceptions et faire taire la dissidence. La psychose des masses ne se limite cependant pas à la manipulation de la vérité. Cela a une base émotionnelle. Le déclencheur le plus efficace pour déclencher une épidémie psychique est la peur. Jung l'a reconnu, et Orwell aussi. Dans le monde de 1984, la peur de l'ennemi de l'État est utilisée pour maintenir la population en état d'alerte constante. La figure d'Emmanuel Goldstein, l'ennemi fictif, est créée pour canaliser la colère et la paranoïa des masses. Cette peur fabriquée devient un puissant outil de contrôle, gardant les gens distraits et obéissants. Maintenant, revenons à l'histoire. Pensez aux chasses aux sorcières. La peur de l'inconnu, du surnaturel, était utilisée pour justifier les atrocités. Au XXe siècle, c'était la peur des autres, juifs, communistes, dissidents. Aujourd'hui, cette peur n'est-elle pas également utilisée, de manière plus subtile, pour nous diviser et nous contrôler? Lorsque nous vivons dans une peur constante, qu'il s'agisse de crises économiques, de catastrophes environnementales ou de menaces invisibles, notre capacité à penser rationnellement diminue. Nous sommes plus susceptibles d'accepter des solutions autoritaires, même si elles nous coûtent notre liberté. La question qui doit résonner dans nos esprits est la suivante. Comment savoir si nous vivons dans une psychose collective? Jung a dit qu'il est presque impossible de percevoir une épidémie psychique lorsque l'on y est. Tout comme un individu en état de délire ne peut reconnaître sa propre folie, une société entière infectée par la psychose de masse ne peut pas mesurer l'étendue de sa déconnexion avec la réalité. Mais il y a des signes. Quand le dialogue disparaît et est remplacé par la censure, quand le doute sain cède la place à l'obéissance aveugle, lorsque la vérité devient relative et que la moralité est dictée par l'opportunisme, ce sont des signes que quelque chose ne va profondément pas. Jung a averti que, dans ces moments-là, il est nécessaire que les individus courageux maintiennent leur santé mentale, même s'ils sont considérés comme fous par une société insensée. Dans 1984, c'est exactement ce que tente de faire Winston Smith, en résistant au lavage de cerveau et en gardant vivante l'idée selon laquelle 2 plus 2 font 4, même lorsque tout le monde autour de lui insiste sur le fait que le résultat est 5. Et ainsi, nous arrivons à la question la plus intrigante de ce voyage. Si la psychose de masse peut transformer des sociétés entières en victimes de délire, comment pouvons-nous identifier et résister à ces processus avant qu'il ne soit trop tard? C'est exactement ce que nous explorerons dans la partie suivante. Qu'est-ce qui est le plus dangereux? Une peur réelle ou une peur fabriquée? Et, plus important encore, comment réagissons-nous lorsque nous sommes consumés par cette peur? Peut-être que le problème n'est pas la peur elle-même, mais ce qu'elle nous fait, comment elle transforme notre décision, détruit notre raison et ouvre la porte à quelque chose d'encore plus dévastateur, la folie collective. La peur est une émotion primordiale. Il est intégré à notre biologie en tant que mécanisme de survie. Il nous alerte sur des dangers imminents, nous pousse à fuir ou à combattre. Mais que se passe-t-il lorsque la peur cesse d'être une réponse rationnelle à une menace et se transforme en une sensation constante et soigneusement cultivée? Que se passe-t-il lorsqu'il ne s'agit plus d'une réaction au danger, mais d'un outil de manipulation? Carl Jung a décrit la peur comme l'une des forces les plus puissantes pour déstabiliser l'esprit humain.
Sous son influence, notre capacité à penser de manière critique est anéantie. Nous entrons dans un état de panique qui nous rend irrationnels et très susceptibles à la manipulation. C'est, selon Jung, le premier pas vers une psychose collective, lorsque la peur, se propageant comme une épidémie, crée un terrain fertile pour que les délires deviennent réalité. Pour comprendre comment cela fonctionne, il suffit de regarder des exemples historiques. Pensez au procès des sorcières. Imaginez vivre dans un petit village de l'Europe du XVIIe siècle, entouré de rumeurs selon lesquelles des forces du mal se cachent. Un jour, un enfant tombe malade. Le lendemain, la récolte échoue. Bientôt, les doigts sont pointés et l'explication est claire, la sorcellerie. La peur que le mal soit parmi vous grandit rapidement. La panique consume tout le monde. Et avant qu'ils ne s'en rendent compte, les femmes sont arrachées de chez elles, torturées et brûlées vives. Tout cela sans une seule preuve concrète. Mais la peur n'est pas seulement un problème du passé. Elle nous hante encore aujourd'hui, peut-être de manière encore plus sophistiquée. Pensez à la pandémie mondiale à laquelle nous avons été confrontés récemment. Vous souvenez-vous de ce moment où les rayons des supermarchés étaient vides? Quand les rues de la ville étaient désertes et que tout ressemblait à une scène tout droit sortie d'un film de science-fiction? L'incertitude a pris le dessus. La peur de l'inconnu, du virus, des pénuries, de l'effondrement économique, nous met dans un état d'alerte constant. Si non de ces craintes étaient justifiées, d'autres se sont amplifiées. Chaque reportage, chaque mise à jour sur les réseaux sociaux semblait apporter de nouvelles raisons de paniquer. Un cycle de terreur sans fin a commencé. Nombre croissant de cas, statistiques alarmantes, vidéos virales d'hôpitaux surpeuplés. Bien sûr, il y avait du vrai dans ces histoires, mais il se passait aussi autre chose. La peur est devenue une épidémie à part entière, qui façonne notre comportement d'une manière dont nous ne nous rendons même pas compte. Et, comme Jung nous l'avait prévenu, cet état de panique collective crée un terrain fertile pour les illusions. Nous trouvons ici un lien puissant avec 1984 de George Orwell. Dans le livre, le parti utilise la peur de l'ennemi de l'État, Emmanuel Goldstein, pour maintenir les masses dans un état constant de paranoïa. Les fameuses 2 minutes de haine étaient un rituel quotidien au cours duquel la population exprimait sa colère et sa peur envers un ennemi fabriqué. Le but? Contrôler les émotions des gens, les canaliser là où le parti le voulait. Maintenant, ramenons cela à notre contexte actuel. Pensez à la polarisation politique qui domine aujourd'hui tant de sociétés. D'un côté, nous avons des récits qui diabolisent certains groupes ou idéologies. De l'autre, des réponses également pleines de haine et de peur. Chaque camp croit avoir raison, mais au fond, tous deux sont manipulés. Tout comme dans 1984, la peur est devenue une arme puissante pour diviser, désorienter et contrôler. La peur a également un effet dévastateur sur les relations humaines. Lors des périodes de panique collective, la confiance entre les gens disparaît. Pour en revenir à la pandémie, combien d'entre nous ont commencé à considérer les autres comme des menaces potentielles? Le voisin qui toussait en faisant la queue au supermarché? La personne sans masque dans la rue? L'ami qui a choisi de croire à un récit différent du vôtre? La méfiance s'est propagée aussi vite que le virus lui-même. Et avec cela est venu l'isolement, un autre ingrédient essentiel de la manipulation. Jung et Orwell seraient d'accord sur un point crucial. L'isolement amplifie la peur. Lorsque nous sommes seuls, sans les interactions sociales qui servent de système d'équilibre, nous devenons plus vulnérables aux idées irrationnelles. C'est exactement ce qu'ont exploité de nombreux régimes totalitaires du XXe siècle. Diviser et conquérir. Séparer les gens de leur communauté et inonder-les de propagande. Le résultat est une population désorientée, effrayée et très susceptible d'être contrôlée. Et maintenant, nous arrivons à une question inconfortable. Vivons-nous quelque chose de similaire? Regardez les réseaux sociaux. Malgré leurs promesses de nous connecter, ils nous isolent souvent dans des bulles d'information. Chaque algorithme renforce nos convictions, nourrit nos peurs
et nous rend de plus en plus méfiants à l'égard de ceux qui pensent différemment. Comment pouvons-nous avoir une vision claire de la réalité lorsque nous sommes piégés dans des chambres d'écho qui déforment tout ce que nous voyons? La bonne nouvelle est que nous ne sommes pas complètement sans espoir. La psychose collective peut être inversée, mais cela nécessite un effort conscient. Premièrement, nous devons apprendre à reconnaître quand la peur nous envahit. Posez-vous la question, ce sentiment de panique vient-il de quelque chose de réel ou est-il alimenté par des forces extérieures? Remettez en question les récits qui semblent trop simplistes, qui divisent le monde en héros et méchants absolus. Et surtout, recherchez la connexion. Parlez à des gens qui pensent différemment. Écoutez les opinions opposées. Reconstruire la confiance dans les relations humaines. Mais ce n'est pas quelque chose que nous pouvons faire seuls. De plus en plus de gens doivent prendre conscience de cette réalité. Nous devons créer une communauté d'esprit critique, prêt à remettre en question, à résister et à lutter contre la manipulation. Et vous pouvez commencer dès maintenant, ici, avec cette vidéo. Si vous pensez que ces idées sont importantes et que davantage de gens doivent comprendre comment la peur et le chaos sont utilisés contre nous, abonnez-vous à la chaîne. Laissez votre like sur cette vidéo pour qu'elle touche plus de personnes. Partagez avec toute personne qui, selon vous, a besoin d'entendre ce message. Ensemble, nous pouvons construire un espace où la vérité et le bon sens prévalent, même en période de folie collective. La prochaine partie sera cruciale. Nous explorerons comment la peur évolue vers quelque chose d'encore plus dangereux, le totalitarisme. Reste avec nous. Le combat pour la liberté commence par la connaissance. Imaginez un monde où vos pensées les plus intimes ne vous appartiennent plus, où la liberté de remettre en question, d'être en désaccord ou même de douter est devenue un crime. Cela vous semble-t-il loin? Peut-être. Mais, et si je vous disais que les fondements de que le monde étaient déjà posés et qu'il peut émerger non pas par la force, mais par la manipulation des esprits collectifs? Si la peur est le déclencheur, le totalitarisme est la destination finale. Le processus commence comme une graine invisible, de petits signes de conformité forcée, de contrôle narratif et de méfiance généralisée. Mais bientôt, cette graine s'épanouit en un système qui, tel une prison, entoure non seulement le corps, mais aussi l'esprit lui-même. Carl Jung a décrit le totalitarisme comme l'expression la plus dangereuse de la psychose collective. Selon lui, une société psychotique non seulement étouffe la liberté de l'individu, mais le transforme en quelque chose de moins qu'humain. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Comment le totalitarisme parvient-il à effacer l'individualité? Pour comprendre cela, nous devons examiner comment fonctionne le totalitarisme. Cela ne commence pas avec des chars dans les rues ou des dirigeants autoritaires criant des ordres. Cela commence par quelque chose de bien plus subtil, la manipulation des croyances. Dans les régimes totalitaires, ce que les gens considèrent comme vérité n'est pas déterminé par des preuves, mais par des récits soigneusement contrôlés. Ici, nous voyons le concept de double pensée dans 1984 de George Orwell prenne vie. La double pensée vous oblige à accepter deux idées contradictoires comme vraies. C'est la capacité de croire que la guerre est la paix ou que la liberté est l'esclavage. Et même si cela semble absurde, c'est une arme puissante pour effacer la logique et forcer l'obéissance. Posez-vous la question. Avez-vous déjà accepté quelque chose sans poser de questions parce que cela semblait être l'opinion dominante? Peut-être avez-vous pensé qu'être en désaccord serait dangereux ou vous isolerait. C'est le début d'un conformisme forcé, où la pression sociale et la peur remplacent la réflexion critique. Lorsque cela devient la norme, l'individu commence à disparaître. Dans 1984, Orwell l'illustre à travers le personnage de Winston Smith, qui lutte pour préserver sa santé mentale dans un monde où même les faits les plus élémentaires, comme 2 + 2 = 4, sont contestés. C'est ainsi que le totalitarisme s'empare de l'esprit, effaçant le sens de la réalité et le remplaçant par une loyauté aveugle. Mais qu'est-ce qui rend le totalitarisme si séduisant pour les masses?
Jung pensait qu'en période de chaos et d'incertitude, de nombreuses personnes désiraient avant tout la sécurité. Ils échangent la liberté contre la promesse de l'ordre, même si cet ordre est imposé par des mains tyranniques. Cela s'est produit dans l'Allemagne nazie, dans l'Union soviétique stalinienne et dans d'innombrables autres régimes. Chaque fois qu'une société est confrontée à des crises profondes, économiques, sociales ou spirituelles, la tentation est grande de tout remettre à des dirigeants qui promettent des solutions faciles. Cependant, ces solutions faciles ont un coût dévastateur. Une fois que les gens acceptent de renoncer à leur liberté, le processus de régression commence. Ils cessent d'être des individus critiques et conscients pour faire partie d'une masse soumise et enfantine. C'est quelque chose que Jung a souligné comme une régression psychologique, où le sens de la responsabilité et de l'autonomie est remplacé par une dépendance presque totale à l'égard de l'État ou des dirigeants. Pensez-y. Que serait-ce de vivre dans un monde où vous n'avez plus le droit de décider de ce qui est le mieux pour votre vie? Où vos choix, vos opinions et même vos pensées sont dictés par les autres? Mais le totalitarisme ne domine pas simplement par imposition, il manipule aussi. Un exemple fascinant de cela est la manière dont les régimes totalitaires transforment les dirigeants en figures quasiment divines. Dans 1984, Big Brother n'est pas seulement un dirigeant, il est un symbole omniprésent d'autorité et de vigilance. On ne voit jamais Big Brother, mais il est toujours là, sur les panneaux d'affichage, sur les écrans et dans l'esprit des gens. Cela crée une illusion de protection et, en même temps, une peur constante d'être surveillés. Le résultat? Les gens internalisent la surveillance et commencent à se contrôler eux-mêmes. Avez-vous déjà ressenti cela? Comme si vous étiez jugé pour vos pensées ou vos actions, même si personne ne vous regarde vraiment? L'impact le plus dévastateur du totalitarisme est la destruction de la spontanéité humaine. Jung a écrit que la créativité et la liberté individuelle sont essentielles à l'évolution de la société. Sans eux, nous tombons dans la stagnation, la destruction et, finalement, la mort. Le totalitarisme étouffe ces qualités en imposant un conformisme rigide. Cela transforme ce qui pourrait être une société dynamique en un système froid où tout le monde suit les mêmes règles, pense les mêmes choses et craint les mêmes punitions. Cela ne semble-t-il pas terrifiant? Et si vous pensez que c'est loin de notre réalité, regardez autour de vous. Les médias sociaux peuvent être considérés comme le reflet moderne de Big Brother. S'ils promettent la liberté d'expression, ils créent également un système de surveillance constante. Les likes, les retweets et les algorithmes conditionnent ce que nous pensons et notre comportement. Et, comme dans le monde de 1984, nous craignons constamment de dire quelque chose de faux ou d'aller à l'encontre du récit dominant. C'est un signe que le contrôle mental totalitaire ne doit pas nécessairement provenir de gouvernements oppressifs. Elle peut être imposée par des forces culturelles et technologiques. Maintenant, la question la plus importante se pose. Comment résister? Winston, dans 1984, a trouvé une petite étincelle de résistance dans sa lutte pour maintenir la vérité vivante. 2 plus 2 égale 4. Jung pensait que cette résistance commençait par l'esprit individuel. Si vous parvenez à maintenir votre santé mentale, votre capacité à remettre en question, même lorsque tout le monde autour de vous s'est rendu, vous êtes déjà un acte de résistance. La liberté, dit-il, commence dans l'esprit. Mais pouvons-nous préserver cette liberté dans un monde qui semble conspirer contre elle? Finalement, cela nous amène à réfléchir sur le prix de notre apathie. Le totalitarisme n'apparaît pas du jour au lendemain. Elle se cultive lentement, alimentée par notre passivité, notre acceptation de la peur et notre conformité. Et c'est exactement ce qu'il exige. Que vous ne remettiez pas en question, que vous ne résistiez pas. La bonne nouvelle est que vous pouvez commencer dès maintenant. Chaque acte de pensée critique, chaque conversation qui remet en question le récit dominant, chaque choix conscient que vous faites est un pas à contre-courant. Si ce message vous interpelle,
Si vous pensez que davantage de personnes doivent comprendre la gravité de ce problème, abonnez-vous à la chaîne et laissez votre like sur cette vidéo. Ces actions simples contribuent à diffuser des idées qui peuvent ouvrir les esprits et apporter des changements. Ensemble, nous pouvons former une résistance au conformisme et au contrôle avant qu'il ne soit trop tard. Et dans la partie suivante, nous approfondirons encore davantage en explorant comment le totalitarisme utilise le menticide, le meurtre systématique de l'esprit, pour consolider son pouvoir. Ne le manquez pas. La connaissance est la première arme dans la lutte pour la liberté. Et s'il existait une méthode, non seulement pour faire taire votre voix, mais pour effacer vos pensées avant même de les formuler? Non pas par des entraves ou une censure explicite, mais par quelque chose de bien plus insidieux. Une manipulation si profonde que vous ne vous en rendriez même pas compte. Il s'agit d'un menticide, la mort de l'esprit, et son efficacité pourrait être supérieure à celle de n'importe quelle armée ou arme connue à ce jour. Imaginez un scientifique dans un laboratoire isolé, conditionnant patiemment un animal sauvage jusqu'à ce qu'il devienne docile, prévisible et obéissant. Chaque stimulus est minutieusement contrôlé. Récompense pour la soumission, punition pour la résistance, répétition jusqu'à ce que la nouvelle réalité de l'animal ne puisse plus être distinguée de son ancienne liberté. Appliquons maintenant cette analogie non pas aux animaux mais aux humains, non pas dans un laboratoire mais dans des sociétés entières. C'est le principe du menticide, le processus de destruction systématique de la capacité d'un esprit à penser de manière indépendante. Le mot menticide vient de mensus, esprit, et caedere, tuer. Au XXe siècle, il a été popularisé pour décrire la manière dont les régimes totalitaires attaquaient systématiquement le psychisme de leur population. L'objectif n'était pas simplement de faire taire les dissidents, mais de créer une société d'esprit obéissant, incapable de remettre en question ou de résister. Mais comment cela se fait-il? La réponse réside dans la répétition incessante, la manipulation émotionnelle et l'isolement stratégique. Pour comprendre le fonctionnement du menticide, nous devons remonter le temps jusqu'à l'Union soviétique de Staline. Lors des purges des années 1930, des millions de personnes furent arrêtées, torturées et exécutées. Mais le plus effrayant n'était pas les chiffres, mais les aveux. Des hommes et des femmes innocents ont reconnu des crimes qu'ils n'avaient jamais commis. Dans des lettres émouvantes, ils imploraient d'être punis, convaincus que leur mort servirait une plus grande cause. Comment cela a-t-il été possible? La réponse réside dans ce que le psychiatre néerlandais Joost Meerloo a appelé l'effondrement de l'esprit. Il a décrit comment la peur constante, les bombardements de propagande et l'isolement social ont créé une réalité alternative. Dans cet état, les victimes ont commencé à croire à des mensonges fabriqués parce que leur capacité de discernement avait été érodée. Cependant, le menticide n'est pas un phénomène relégué au passé. Cela a évolué. Si Staline et d'autres régimes ont utilisé des méthodes brutales et explicites, les outils modernes du menticide sont plus subtils, mais tout aussi dévastateurs. Pensez aux réseaux sociaux. Combien de fois vous êtes-vous senti aspiré par un flux incessant d'informations, d'opinions et de crises, incapable de discerner ce qui est vrai? Ce n'est pas une coïncidence. Les plateformes numériques utilisent des algorithmes qui non seulement diffusent du contenu, mais façonnent également notre façon de penser. Un exemple inquiétant vient d'une étude menée par des chercheurs de l'université de Stanford qui ont révélé que 70% des personnes qui se radicalisent via YouTube sont poussées à le faire par les recommandations automatiques de la plateforme. L'algorithme n'a pas pour but d'endoctriner, il est conçu pour maximiser l'engagement. Mais le résultat est le même, une spirale de désinformation et de peur qui étouffe la réflexion critique. Maintenant, demandez-vous, si un algorithme est capable de faire cela sans intention explicite, que pourrait réaliser une entité délibérément manipulatrice? Carl Jung
nous a mis en garde contre le danger de l'isolement dans le cadre du menticide. Il a expliqué que lorsqu'un individu perd le contact avec les autres et avec la réalité objective, son esprit devient plus susceptible au délire. Cela ne se produit pas uniquement dans les régimes totalitaires. Durant la pandémie mondiale, nous avons été témoins d'une forme moderne d'isolement social. Bien que nécessaire à bien des égards, la distanciation physique a eu de profondes conséquences psychologiques. Les gens passaient plus de temps seuls, consommant des informations de manière passive et souvent dépourvus d'interactions susceptibles de remettre en question leurs convictions. Dans un sens, la pandémie a été un terrain fertile pour les menticides de masse, permettant aux idéologies extrêmes et aux théories du complot de se propager comme une traînée de poudre dans une forêt sèche. Et maintenant, une question inconfortable se pose. Comment savoir si nous sommes victimes de mensonges? La réponse n'est pas facile. Le menticide est efficace précisément parce que la victime ne se rend pas compte qu'elle est manipulée. Il y a pourtant des signes. Si vous vous sentez constamment bombardé d'informations contradictoires, incapable de discerner ce qui est réel, cela pourrait être un signe. Si la plupart de vos décisions sont motivées par la peur ou la colère plutôt que par la raison, vous êtes peut-être sous influence. Si le doute sain a été remplacé par des certitudes absolues, il est peut-être temps de se demander d'où viennent ces certitudes. Ici, nous devons faire une pause et réfléchir. Quelle est l'alternative? Si le menticide cherche à détruire l'esprit critique, que pouvons-nous faire pour le protéger? La réponse réside en deux étapes essentielles, la reconnexion et la remise en question. Tout d'abord, renouez avec les personnes et les informations en dehors de votre bulle. Parlez à ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, lisez des opinions opposées, recherchez des sources fiables et variées. Deuxièmement, remettez tout en question. N'acceptez pas les informations à leur valeur nominale. Demandez-vous « à qui profite si je crois cela ?» ou « quelles sont les preuves derrière cette déclaration ?» La résistance au mensonge demande aussi du courage. Comme l'a déclaré Jung, vivre consciemment et de manière critique dans une société psychotique est un acte révolutionnaire. Cela signifie accepter que vous serez perçu comme étrange, voire dangereux, par ceux qui ont déjà été conquis par le système. Mais c'est un prix qui vaut la peine d'être payé, car l'alternative, conformité et soumission, signifie la mort de la liberté. En fin de compte, le menticide n'est pas seulement une attaque contre l'esprit individuel, mais contre l'essence même de ce qui fait de nous des humains. Il vise à effacer la créativité, la spontanéité et la capacité de rêver à quelque chose de plus grand. Et pourtant, il y a une lueur d'espoir. L'histoire nous a montré que, même dans les sociétés les plus opprimées, il y a toujours eu ceux qui ont résisté. Dans 1984, Winston Smith a trouvé sa force dans l'idée simple que 2 plus 2 égale 4. Dans le monde réel, la vérité reste notre meilleure arme. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous résistez déjà. Regarder cette vidéo est un acte de courage en soi, car cela signifie que vous avez à cœur de comprendre et de remettre en question les mécanismes de contrôle qui façonnent notre société. Mais ce n'est que le début. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir du contenu qui est clair et met au défi. Laissez votre like pour aider à diffuser cette idée. Et préparez-vous pour la partie suivante, où nous explorerons comment construire des défenses contre le totalitarisme et retrouver notre liberté mentale. Le combat pour la liberté commence par un acte simple, penser par soi-même. Si le plus grand danger pour l'humanité est la perte de la liberté mentale, alors la résistance n'est pas seulement un choix, c'est une nécessité. La bonne nouvelle? Il y a toujours une issue. Le pouvoir de détruire les esprits existe, mais le pouvoir de les reconstruire existe également. Et ce pouvoir est en vous. Tout au long de ce scénario, nous explorons les mécanismes qui conduisent une société à la folie collective. La peur qui paralyse, le totalitarisme qui contrôle et le menticide qui annihile notre capacité à penser de manière indépendante. Mais s'il y a une chose que l'histoire nous enseigne,
c'est qu'aucune force n'est invincible. Il y a toujours des points de résistance, des germes de renaissance qui défient même les systèmes les plus oppressifs. Carl Jung croyait fermement que la liberté commence avec l'individu. Il ne s'agit pas de détruire des systèmes entiers d'un coup, mais d'un acte simple et courageux, reprendre le contrôle de son propre esprit. C'est là que nous trouvons notre première réponse. Pour résister à la psychose collective, nous devons d'abord organiser notre propre chaos interne. Le voyage de l'intérieur vers l'extérieur, Jung décrit l'inconscient collectif comme une force puissante et souvent dangereuse. Lorsque nous ne reconnaissons pas cette force en nous, elle nous domine. La première étape de la résistance est donc la connaissance de soi. Cela implique de remettre en question non seulement notre environnement, mais aussi nos propres motivations. Demandez-vous, pourquoi est-ce que je crois cela? D'où est venue cette idée? Est-ce que cela reflète vraiment ce que je pense ou cela a-t-il été imposé de l'extérieur? Ce processus peut être inconfortable. Nous vivons dans un monde qui nous bombarde constamment d'informations contradictoires, projetant un récit qui veut être accepté sans aucun doute. Mais c'est dans cet acte de remise en question que nous trouvons notre force. Lorsque vous ralentissez et commencez à enquêter sur vos propres croyances, vous retrouvez une autonomie qu'aucun système ne peut vous enlever. Pensez maintenant à des exemples historiques de résistance. Pendant l'occupation nazie de l'Europe, des individus ordinaires ont risqué leur vie pour protéger des innocents, faire passer des informations et lutter contre l'oppression. Dans de nombreux cas, ces personnes n'avaient ni pouvoir militaire ni influence politique. Ce qu'ils avaient, c'était un esprit libre. Lorsque le conformisme devient la norme, être un dissident silencieux est déjà un acte de rébellion. Reconstruire les liens, une défense collective. La deuxième étape de la résistance est quelque chose que nous perdons dans les sociétés hautement polarisées et isolées, la connexion. Comme nous l'avons mentionné précédemment, l'isolement est l'un des piliers du menticide. Sans lien significatif, nous sommes plus vulnérables aux récits manipulateurs. Par conséquent, résister signifie reconstruire ces liens, et pas seulement avec ceux qui sont d'accord avec vous. Pensez à quelque chose de simple. Une conversation honnête avec quelqu'un qui voit le monde différemment? À quelle fréquence évitons-nous ces conversations par peur d'un conflit? Mais c'est en eux que l'on trouve le véritable progrès. En écoutant activement et en partageant des idées, nous remettons non seulement en question nos propres croyances, mais nous semons également des graines de doute et de réflexion chez les autres. On peut en trouver un exemple frappant dans les mouvements dissidents sous le régime soviétique. Des groupes clandestins d'intellectuels et d'artistes se sont réunis en secret pour partager des idées et maintenir vivante la culture que le gouvernement tentait de supprimer. Ils n'avaient pas Internet, ils n'avaient pas de plateforme pour atteindre un large public, mais leur réseau suffisait à préserver l'espoir et, à terme, à inspirer le changement. Le rôle de la vérité dans la résistance. Un autre pilier de la résistance est la recherche de la vérité. En période de chaos, la vérité devient un phare qui guide l'humanité vers l'équilibre. Mais comment trouver la vérité dans un monde saturé de désinformation? La réponse est aussi ancienne que le concept de liberté lui-même. Éducation. Investir dans la connaissance, qu'il s'agisse de lire, d'explorer des sources fiables ou d'écouter des experts, est l'un des moyens les plus efficaces de résister aux mensonges. Cela ne signifie pas simplement accepter passivement ce qu'on nous dit, mais apprendre à analyser de manière critique, à identifier les préjugés et à distinguer les faits des manipulations. George Orwell, en 1984, nous a donné une leçon précieuse à ce sujet. Pour Winston Smith, maintenir l'idée que 2 + 2 = 4 était un acte révolutionnaire. Cette simple déclaration de vérité a constitué la base de la résistance à un système qui tentait d'effacer la réalité. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. Réaffirmer les vérités fondamentales, même face aux forces qui tentent de les déformer, est un acte puissant. Action collective. Ensemble, nous sommes inébranlables. Même si la résistance commence par l'individu, elle ne peut se développer que grâce à l'action collective. Hannah Arendt
l'une des grandes penseuses du totalitarisme, a écrit que le véritable pouvoir vient de l'action collective des individus. C'est pourquoi les régimes oppressifs craignent tant l'organisation collective. Lorsque des individus libres se réunissent, ils créent quelque chose de plus grand que la somme de leurs parties. En pratique, cela signifie trouver des communautés qui partagent les mêmes valeurs et objectifs. Il peut s'agir d'un groupe d'activisme local, d'un collectif d'artistes ou même d'une communauté en ligne dédiée à la vérité et à la liberté. L'important est de se rappeler que vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes dans le monde résistent également, chacune à sa manière. Et vous pouvez commencer maintenant. En partageant des informations précieuses, en favorisant des conversations constructives, en remettant en question le statu quo, chaque petit acte de résistance contribue à un mouvement plus large. Le choix final, liberté ou conformité. Nous avons atteint le point final de ce voyage. Que ferez-vous des connaissances que vous avez acquises? La résistance au totalitarisme et au menticide n'est pas facile. Cela demande du courage, des efforts et surtout un engagement en faveur de la liberté, pas seulement pour vous-même, mais pour tous ceux qui vous entourent. Et cela nous amène à la question la plus importante. Êtes-vous prêt à faire le premier pas? La liberté ne vous sera pas donnée passivement. Elle doit être conquise, défendue et renouvelée chaque jour. Maintenant, c'est votre tour. Si ce script vous a interpellé, abonnez-vous à la chaîne pour poursuivre cette conversation. Laissez votre like pour que ce message atteigne plus de personnes et commentez ci-dessous avec vos réflexions. Nous voulons entendre votre voix. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Chaque action que vous entreprenez est une étape dans la lutte pour la liberté mentale et sociale. Et rappelez-vous, la résistance est un chemin continu. Nous ne faisons que commencer. Dans le prochain contenu, nous explorerons des stratégies pratiques pour renforcer votre esprit et défier les systèmes qui cherchent à le contrôler. D'ici là, restez forts, restez curieux et surtout, restez libres. Merci d'être avec nous dans ce voyage.